Merci à tous les participants de vous être connectés à ce webinaire sur la thématique de réinventer donc les parcours clients. Pendant ces 30 minutes, 40 minutes, donc nous allons expliquer les grandes tendances qui redessinent l'expérience client. Nous vous donnerons avec Vincent qui va se présenter donc nos convictions sur l'évolution des usages et des services. Et ensuite, donc nous répondrons à vos questions. Vous pouvez via le chat poser vos questions et on y répondra avec Vincent. Donc moi alors donc je suis Frédéric Donati. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont connectés qui me connaissent. Je suis directeur général de Comdata France. Vincent, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi je dirige l'activité de Colorado qui est la branche conseil de Comdata, de conseil en expérience et relations clients. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, merci Vincent. Donc je vais te laisser le verbe sur ta vision sur les grandes tendances qui redessinent l'expérience client. Très bien, merci Frédéric. Donc, l'objectif effectivement de cette première partie, c'est de regarder un petit peu ce qui structure les changements en termes d'expérience et de relations clients et donc l'impact sur les parcours clients. Donc, le premier point par lequel on voulait commencer, c'est de regarder déjà l'évolution des attentes par le phénomène générationnel. Un élément qui est assez structurant et qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, les générations qui sont les plus familières des technologies digitales que sont les millennials et les générations Z, donc soit les gens qui sont nés, ce qui n'est pas mon cas, après 1981 ou après 1995, qui sont immergés, qui ont vécu soit l'arrivée des tablettes très tôt, soit pour les dernières générations, même rapidement vont être familières de technologies comme effectivement la réalité virtuelle et toutes les technologies assez immersives. Et donc, ces deux générations représenteront 2/3 de la population active d'ici à 2025. Donc, c'est pas dans 15 ans, c'est maintenant. Voilà, 2/3 de la population active, enfin 64%, donc grosso modo, contre la génération des baby-boomers et la génération X qui représenteront un gros tiers à l'horizon 2025. Donc, qui va changer, qui donc porte des attentes sur une fluidité et une rapidité d'interaction qui est particulièrement forte. Donc ça, c'est le premier message sur lequel on voulait s'arrêter. Deuxième point structurant sur les tendances, c'est qu'on voit bien que les attentes majeures, alors liées aussi à cet effet générationnel, évoluent et on a essayé de regrouper autour de 4. Alors il y aurait potentiellement toujours plus de tendances, mais on a essayé de regrouper autour de 4 grands points les nouvelles attentes dans la consommation plutôt B2C sur ce point. Donc, le premier domaine, c'est celui du partage. Effectivement, on voit que depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, la possibilité de partager des services a fait son chemin depuis les premiers Blablacar, les Groupon et ce genre de services. On a une capacité effectivement à partager et une attente des consommateurs sur proposer des expériences qui puissent se partager à plusieurs. En deuxième tendance, qui est là depuis un peu plus longtemps, mais qui s'affine grâce aux nouvelles possibilités permises par les technologies data. On a une attente forte de personnalisation qui va de plus en plus loin. La personnalisation, c'est pas seulement qui je suis, mais c'est aussi d'essayer de comprendre mon contexte, le moment où j'appelle. Est-ce que je suis dans une situation de stress, dans une situation d'urgence particulière, ou au contraire, je suis dans un moment où j'ai un peu de temps et je serai ouvert à la discussion. Donc, la personnalisation, c'est aussi qui je suis, dans quel état je suis au moment où je parle. Et donc, c'est tout ça qu'on attend en tant que consommateur et que les marques doivent être en capacité de refléter dans leurs interactions. Ensuite, les deux valeurs qui sont un peu en miroir, c'est que d'un côté, les consommateurs attendent des marques qu'elles prennent de plus en plus d'engagement et des convictions assez fortes sur des thématiques sociétales comme la diversité, l'environnement, mais aussi la protection de mes données et qu'elles agissent avec authenticité et transparence. Et en miroir, moi, en tant que consommateur, et plus encore qu'hier, je suis
aussi prêt à être acteur et à prendre ma part, un petit peu avec l'effet du colibri, comme on dit, à avoir des comportements qui sont éco-responsables, se sentir concerné sur des choix sociétaux et donc aussi en tant qu'acteur devenir vraiment le consommateur dont on parle depuis un certain temps et donc d'orienter mes choix sur des produits ou des services qui sont plus en adéquation avec mes valeurs. Donc voilà, pour dresser le paysage. Du coup, comment ça se traduit un petit peu plus proche de nous sur les sujets de parcours dans le domaine de l'économie de l'expérience? Tous ces bouleversements, on les a regroupés autour effectivement de quatre besoins clés dans les parcours clients. D'abord, une attente très forte de simplicité et de fluidité des parcours, notamment portée par ces générations, comme je disais tout à l'heure, très orientées vers le digital. Tout doit aller vite et attendre quelques secondes, quelques minutes devient plus rapidement intolérable. Et il faut aussi que les parcours soient extrêmement clairs, extrêmement fluides. Sinon, on a des comportements d'abandon en cours de route. En même temps, on a un besoin d'autonomie et d'immédiateté. Donc, les clients veulent pouvoir être autonomes sur certaines de leurs demandes et sont prêts à, de manière asynchrone, agir sur leurs commandes en dehors d'heures d'ouverture classiques et ne s'attendent pas à avoir quelqu'un qui réponde à ce moment-là puisque ils ont la possibilité de le faire en autonomie. Mais en même temps qu'on a ce souhait pour l'autonomie, on a toujours un fort besoin de relations humaines et d'empathie sur des demandes différentes pour avoir accès à un conseil. Et on l'a bien vu pendant la période du confinement, toute la capacité à conseiller sur les ventes auprès des services clients était extrêmement sollicitée sur ce point. Et donc, du coup, il y a toujours ce besoin d'être traité avec empathie et considération dans des choix ou dans la résolution de problèmes que je pourrais rencontrer. Et puis, le dernier point, la personnalisation et la proactivité. J'en parlais tout à l'heure comme étant une attente forte, effectivement, dans la relation, être en capacité de prendre en compte mon contexte, mon cas client et aussi d'aller au-devant de moi. On le voit dans nos études et dans nos interventions auprès de nos clients que souvent, les clients témoignent d'un déficit de proactivité et souhaiteraient qu'on vienne davantage vers eux, mais avec des propositions extrêmement personnalisées et qui correspondent exactement à leurs besoins, moins que sur une partie effectivement push d'informations commerciales non différenciées. Donc ça, c'est les grands points qui vont impacter les parcours clients. On voulait faire un petit focus juste après sur l'offre de canaux. On nous pose souvent la question de finalement l'organisation de l'offre de canaux. On a maintenant pléthore de canaux. Donc, on a essayé de proposer un cadre permettant de distinguer l'ensemble des canaux qu'on peut offrir dans les parcours clients en séparant finalement d'un côté toutes les canaux qui vont plutôt être du côté du zéro effort, de l'autonomie client et qui vont plutôt permettre au client de se débrouiller seul et de trouver sa réponse, et tout ce qui va être plutôt du côté émotionnel, qui va être justement opéré par l'intermédiaire d'un agent humain et qui va être en interaction plus ou moins en temps réel. Et du coup, si on regarde à l'intérieur de ces deux grandes familles, on voit à chaque fois trois grands types. Dans les canaux plus émotionnels, on a tous ceux qui sont sur la conversation en temps réel. Donc, c'est le téléphone, bien sûr, mais c'est le welcome back. Et ça, de plus en plus, ça peut être la vidéo live, comme on l'expérimente en ce moment. On a toute la famille de la messagerie en temps réel, qui est le domaine dans lequel il y a eu le plus d'arrivées entre le chat live, tous les services de messagerie instantanée. La possibilité, on l'utilise encore assez peu au sein des marques, mais ça devient de plus en plus possible, d'envoyer aussi des vidéos en message instantané ou même des chats vocaux, qui est quelque chose qui est très prisé par les plus jeunes générations. Et puis, on a la famille qui est un petit peu plus, on va dire, vieillissante, des interactions asynchronisées, dans lequel le canal emblématique, c'est l'email, mais dans lequel on peut aussi positionner des services de messagerie si on a bien passé le contrat avec ses clients, qu'on ne répondra pas en temps réel, mais que c'est un moyen de garder trace de sa conversation et qu'on répond sous quelques heures parce qu'on a des besoins d'études. Donc ça, c'est toute la famille des canaux émotionnels. De l'autre côté, on a la famille des canaux plus effectivement zéro effort qui se structure avec d'un côté le plus innovant, le hot self-care, qui sont tous les canaux chauds
de self-care, donc qui sont les chatbots, les voicebots ou les services vocaux intelligents. Donc, qui sont une forme d'interaction, mais qui est pilotée par une intelligence artificielle. Le call self-care, qui est le classique de tout ce qui est la batterie de ce à quoi je peux accéder depuis mon espace client, les FAQ, les apps. Et puis, un domaine qui, évidemment, c'est pas tout nouveau aussi, mais ça monte depuis une bonne dizaine d'années. Toutes les interactions publiques externes que je peux laisser auprès des marques, que ce soit des notes ou des commentaires, les commentaires sur des pages Facebook ou les fils Twitter, et puis ma participation en tant que client anonyme ou identifié à des forums communautaires ou des chats peer-to-peer. Donc, voilà un petit peu le cadre dans lequel se structure, selon nous, le paysage des outils de communication dans ces nouveaux parcours clients. Et pour aller plus loin dans cette partie, ce qu'on voit, c'est que ça ne s'arrête pas. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous trouvent que le rythme des innovations est déjà assez effréné dans le domaine de l'expérience et de la relation client, mais il y a encore pas mal de choses qui arrivent. Sur la capacité à prendre le contexte et à collecter tout ce qui est autour de l'IoT ou de l'Internet des objets qui va permettre de doter les clients ou des bâtiments ou des lieux de capteurs va permettre d'enrichir la capacité à donner des données, à fournir des données extrêmement précises sur le contexte. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Donc, on veut aller plus loin sur le contexte, mais on va avoir des outils, que ce soit des outils biométriques ou des outils sur mon lieu qui vont me permettre de contextualiser beaucoup plus ma demande. Donc, ça, c'est en train de se déployer. C'est pas encore complètement connecté nécessairement avec l'ensemble des outils CRM, mais ça progresse de plus en plus. Donc, ça, c'est la partie vraiment sur la collecte. La capacité d'analyse qui va aussi progresser dans notre capacité aussi à mieux comprendre les conversations des clients. Donc, tout ce qui est autour du speech et de l'interaction analytics va permettre aussi d'être beaucoup plus fin et de prédire en fait finalement ce que le client attendait et de le comprendre soit à chaud en temps réel. On a des premières expériences qui vont dans ce domaine-là, soit à froid. Et puis, bien sûr, le levier le plus important, c'est l'action et permettre que toutes ces informations nouvelles qu'on aura collectées et qu'on aura analysées déclenchent des actions automatiques, des pushs ciblés, permettent d'automatiser les processus de manière à gagner en fluidité et en simplicité pour le client. Donc là, on va retrouver les technologies d'automatisation par la robotique ou aussi tous ces bots conversationnels qui au début étaient un petit peu limités, mais dont on voit aujourd'hui qu'ils ont une capacité de plus en plus accrue de mener une conversation. Donc voilà un petit peu très rapidement brossé le paysage des grandes tendances qu'on voulait vous partager, et je redonne la parole à Frédéric qui va du coup insister sur les convictions, sur l'évolution des usages et des services. Merci Vincent d'avoir balayé avec nous donc l'adaptation aux nouvelles générations, les nouvelles attentes, les nouvelles aspirations, les nouveaux canaux, les nouvelles technologies. Donc en fait, globalement, on est tous conscients que réinventer les parcours clients à l'ère du digital n'est plus une question. Les marques et nous devons faire face pour nous adapter au changement des comportements sociétaux, aux progrès technologiques et aussi, bien évidemment, aux nouveaux concurrents qui peuvent arriver en se positionnant en rupture. Les marques doivent donc mettre le client encore plus au centre de leur stratégie et faire de l'expérience client un vrai levier de différenciation, mais aussi un levier de croissance et de profitabilité. On voit bien d'ailleurs que l'évolution donc des technologies modifie les comportements des consommateurs. Et donc, comme les comportements des consommateurs sont modifiés, il faut réadapter et modifier nos parcours clients. D'ailleurs, chez Comdata, c'est un peu notre métier. Bien entendu, on réalise des activités de front office et de back office, mais aussi notre métier, c'est de conseiller donc nos clients à réimaginer leur parcours client en fonction de tout ce qu'on vient de se dire. Le prochain slide, voilà. Et donc concrètement sur nos customer business process, comment on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit intégrer les parcours clients avec les nouvelles aspirations qui répondent, comme l'a précisé Vincent, au collaboratif, à la personnalisation, à l'engagement sociétal et au respect environnemental. Et donc, le mix des évolutions sociétales, technologiques et environnementales
nous amène indéniablement à de nouveaux standards dans nos parcours clients, avec, et Vincent l'a précisé, de la simplicité et de la fluidité des parcours, de l'autonomie, de l'ubiquité et de l'immédiateté, des relations humaines et de l'empathie pour les contacts avec émotion, et bien évidemment de la personnalisation et de la proactivité grâce aux nouvelles technologies, les réseaux 5G et de l'IoT. Donc, réinventer les parcours clients, c'est mettre aussi donc les nouvelles technos et des nouveaux process, et ça touche tous les secteurs. Hein. La technologie va sans cesse améliorer nos capacités à analyser, transformer capter, analyser et transformer donc les informations en données exploitables. Donc, pour les ventes, on doit faciliter la vie des grâce et à cause de tout ça. On doit faciliter la vie du consommateur. Prenons l'exemple des services financiers. Ouvrir un compte bancaire en moins de 10 minutes ou une assurance auto en moins de 10 minutes grâce à toutes ces technos et ces nouveaux process. Et pour les marques, l'avantage, c'est d'optimiser donc le taux de vente par contact. Au niveau du service client, lorsque le client contacte la marque, il souhaite de l'expertise. C'est le côté émotionnel. Sinon, il ira de plus en plus vers de l'automatisation et du self-care. Donc, il souhaite de l'expertise pour un conseil ou un problème. On doit donc, à travers tous ces outils, augmenter la capacité de nos agents à répondre aux attentes clients, et ce, grâce à l'IA, aux bases de données intelligentes ou au speech analytics temps réel. Pour l'assistance technique, le client ne veut plus passer de longues heures à diagnostiquer le problème avec un conseiller technique. Donc, les marques devront être proactifs en intégrant dans les parcours clients des données d'IoT où, en fonction d'un problème, le diag ou l'autodiag sera fait avant l'appel du client, voire même le problème sera résolu en proactivité. Et ça sera possible grâce à l'IoT et grâce aux algorithmiques prédictifs. Et pour leur couvrement, comme ça, on couvre le cycle de vie du client, tous les processus liés aux problèmes éventuels de paiement devront intégrer de plus en plus donc, de personnalisation et de data mining, de telle façon à avoir des traitements différenciés en fonction de la segmentation client, le meilleur recouvrement étant celui qu'on ne fait pas. Voilà. Et donc, concrètement, au niveau de notre organisation, si on considère qu'on segmente sur deux familles, à savoir donc le zéro effort, le zéro contact, grâce au RPA, grâce au self-care, grâce au bot, et ceux où on a un contact qui génère de l'émotion, il va falloir donc améliorer les compétences de nos agents, il va falloir réfléchir de plus en plus de bout en bout. Il va y avoir un mix entre le self-care et le contact. Donc, il va falloir repenser nos processus de WFM de telle façon à pouvoir avoir des niveaux de service identiques à ce qu'on a aujourd'hui en termes de taux de décroché. Et c'est pas simple, parce que à partir du moment où on a d'ubiquité, de l'instantanéité, du self-care, du contact humain, il va falloir repenser l'ensemble de ces processus. Et pour avoir un agent augmenté, il va falloir qu'on se dote de plateformes 360 degrés et d'outils qui nous permettent en fait d'être experts, quel que soit le domaine qu'on va servir. Le parcours idéal, c'est celui qui va s'adapter à la fois au business model de la marque et surtout et aussi aux besoins, aux usages et aux attentes des clients. L'objectif, bien évidemment, c'est d'offrir le mix le plus intelligent possible entre le process, la technologie et l'humain. Donc globalement, comme expliqué, on va avoir donc des organisations différentes de ce qu'on a l'habitude d'avoir aujourd'hui. Donc sur le front office avec des agents, on va dire entre guillemets augmentés, assistés par nouvelles technologies, par des nouveaux algorithmes, par de l'intelligence artificielle. Les activités de back office seront elles réalisées en majeure partie par des bots ou du RPA. Donc on va avoir dans nos équipes opérationnelles des équipes de conception technique, des superviseurs de bots. Aujourd'hui, on a un superviseur pour 12 agents
Demain, on va peut-être se dire, on aura un bot qui va gérer un process, il va y avoir 50 process à gérer pour telle problématique, et donc on aura des techniciens qui vont superviser les bots. On aura de plus en plus d'experts, de directeurs de l'innovation, de directeurs de data mining, et plein de métiers dans 3 ans qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, de façon concrète, hein, on a commencé déjà avec certains clients à réinventer ces parcours clients sur une orientation beaucoup plus digitale. Hein. On commence par quoi? Déjà, on commence par comprendre le besoin du client. C'est quoi son besoin? Ensuite, on analyse l'existant. Et après, on construit le futur avec notre client sur un mix intelligent entre, comme je l'ai dit juste avant, la techno, le process et l'humain. Prenons le cas de Sanofi. Pour Sanofi, on a mis en place une plateforme digitale pour les 22 000 officines en France qui permettent aux pharmaciens d'avoir des contacts digitaux, donc le zéro effort dont parlait Vincent, pour passer leurs commandes, connaître le statut des commandes, avoir des duplicata de factures, interagir avec Sanofi. Pour Fnac Darty, on a automatisé l'ensemble des processus en RPA, en bot, de telle façon à optimiser au mieux donc les activités de back-office, merger le front-office et le back-office et proposer des solutions de bout en bout. On a mis également en œuvre un outil qui est C-Live, qu'on propose à travers Colorado, qui permet de gérer en temps réel les insatisfactions clients. Grâce à ça, on a baissé les coûts de 30%, augmenté le NPS de 10 points. Et avec un de nos nouveaux clients, on a décidé de mettre en place à travers du data analytics, un programme de cross-sell et d'upsell sur appel entrant, de telle façon à valoriser de valoriser au mieux donc le potentiel de vente sur les clients existants. Et sur ces 3 exemples-là, qu'on a mis en place récemment, il y a 5-6 ans, si on avait eu la même discussion, on n'aurait pas pu le faire parce qu'on n'avait pas la techno. Donc globalement, dans le futur, comme aujourd'hui, hein, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner nos clients dans leur transformation, en innovant et en développant les process et les technologies de demain pour adapter les parcours clients. À travers donc les prismes dont nous venons de parler, la personnalisation, la gestion de bout en bout, l'ubiquité, l'omnicanalité, la proactivité, le self-care et bien sûr la transparence et la conformité. Toujours avec un mix intelligent entre l'humain, le process et la technologie. Voilà, donc je vous remercie de nous avoir écoutés et nous sommes à votre disposition pour l'ensemble de vos questions. Effectivement, merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup Vincent. On va désormais répondre à vos questions. Il y en a eu déjà quelques-unes dans l'onglet chat et questions. On va peut-être commencer par celle de Benjamin Humeau sur le speech analytics. Alors Benjamin, effectivement, qui nous demande des exemples plus probants sur la mise en œuvre du speech analytics. Bon, je vais laisser Vincent répondre à cette question. Alors, tout à fait. Je pense que le speech analytics, comme pas mal de technologies émergentes autour de la data, on en parle toujours un petit peu avant qu'elle soit particulièrement mature. Et donc, du coup, on parle depuis longtemps des capacités, mais je pense qu'on a atteint aujourd'hui la maturité et on a des exemples sur ce point. Nous, on travaille actuellement sur différentes approches autour du speech analytics et avec les équipes, opérations et nos clients, on a cherché plutôt à avoir une approche assez héroïste en vraiment ciblant des cas d'usage qui sont aujourd'hui matures et peuvent améliorer soit l'expérience collaborateur, soit l'expérience client. Je prends un exemple. Dans le domaine, on travaille actuellement, dans le domaine de la télévente, il y a un certain nombre de points de contrôle sur la conformité qui sont nécessaires dans les contrôles de vente pour justement auxquels nous, on est particulièrement soucieux en tant que com data. On est en train d'utiliser le speech analytics de manière à
aider le travail des agents qualité pour avoir un contrôle massif de 100% des conversations et de manière à pouvoir restituer à nos clients ce contrôle. Donc ça, c'est un exemple concret. Les technologies sont matures, fonctionnent et permettent de le faire. Autre exemple sur lequel on travaille actuellement, c'est sur la partie respect de la qualité, le quality monitoring, qui est un point important qui pour justement avoir un impact client et s'assurer du bon discours. De la même façon, sur des éléments et des points de passage qu'on souhaite que les marques ont définis, que les conseillers devaient répercuter, on est en capacité aujourd'hui de screener l'ensemble des conversations qui ont été passées et de pouvoir s'assurer de ce taux de respect de manière à alerter les superviseurs en cas d'écart et à permettre de mettre en place le coaching qui va bien pour restaurer et ainsi garantir un respect de la qualité. À nouveau, on est sur une collaboration, on n'est pas sur une automatisation pure et un remplacement de l'humain, mais plutôt sur une capacité à augmenter la partie humaine en ajoutant de la massification, ce qu'on ne peut pas forcément faire avec l'humain parce que c'est trop de temps, et par contre, laisser le volet coaching, rétroaction à la main des superviseurs ou des agents eux-mêmes. Très bien, merci Vincent. Il y avait d'autres questions? Alors, on va prendre la question effectivement de Monsieur Lesage concernant effectivement les impacts du recrutement chez Comdata au vu de l'évolution de toutes ces évolutions dont on a parlé. Très bien, bon je vais répondre. Merci pour cette question. C'est une bonne question parce que c'est le plus compliqué en fait. La techno, on y arrive. Tout ce qui est technologique en France et dans nos domaines, c'est compliqué, mais pas trop. À partir du moment où on est capable d'envoyer des fusées sur la Lune, on est capable d'avoir des systèmes qui nous permettent en fait de gérer de l'omnicanalité, tout ça. Par contre, le recrutement et les ressources humaines, c'est la clé la clé du succès. Donc effectivement, ce qu'il faut faire, on le voit de plus en plus, nos clients attendent de l'expertise. Donc il faut qu'on recrute des conseillers qui soient experts du secteur, avec une appétence bien évidemment sur la relation client. Il faut qu'ils soient un peu digital native. Vincent nous présentait tout à l'heure les différentes générations. Il faut que nos conseillers soient plutôt à l'aise avec les nouvelles technos. Et surtout derrière, il faut qu'on travaille l'interface homme-machine. Si on souhaite des agents augmentés, il faut qu'on leur mette à disposition en fait des outils où très rapidement ils aient l'information et qu'ils soient concentrés sur le discours du client et pas sur le nombre de clics à faire pour aller chercher l'information. Donc, ce sont des nouveaux profils, des nouvelles méthodes de recrutement, des nouveaux tests qu'on fait passer et surtout, des nouvelles formations. Et là, on peut dire que on a mis en place d'ailleurs une école de management aussi pour tout ce management intermédiaire pour pouvoir manager nos conseillers, les opérations, la qualité, l'omnicanalité, pour faire face donc à toutes ces évolutions. Merci Frédéric. Une autre question de Valérie. Valérie Claire, au sujet des évolutions de la manière dont ces technologies effectivement s'intègrent aux plateformes des clients, notamment au sujet de la gouvernance des données et du respect du RGPD. Je vais commencer à donner des éléments de réponse et puis peut-être que Vincent va reprendre. Alors, nous, on est parti du principe que toutes les technos et toutes les solutions qu'on développait et qu'on mettait à disposition de nos clients ne modifiaient en aucun cas le SI du client. Voilà. Ce sont en fait des plateformes indépendantes qui sont connectées via un connecteur, via une interface, où on va chercher l'information, mais on ne modifie en aucun cas les systèmes d'information de nos clients. Nous avons nos propres plateformes. Nous avons nos propres plateformes connectées aux plateformes des clients. Et tout ce qu'on fait, bien évidemment, et tout ce qu'on fera demain, Vincent l'a abordé dans sa présentation, devrait être en conformité avec Google Act, avec le GDPR, avec toutes les normes de protection des données imposées par l'Europe. Je ne sais pas, Vincent, si tu as d'autres… Oui.
Après, je voulais juste un point, c'est que un certain nombre des traitements sur lesquels on peut mettre en place de l'analytique ne nécessitent pas d'avoir accès à des données individuelles non plus nécessairement. On a quand même un certain nombre de cas où on peut exploiter des informations qui sont anonymes du client. Les comportements, par exemple, des comportements d'appel ou des choses comme ça, c'est des données qui ont une certaine valeur et qui ne nécessitent pas de descendre à la maille de l'individu et qui permettent de prendre des actions, des compréhensions. Par exemple, on a travaillé au sein du groupe avec une équipe de data science sur la prédiction du comportement de réappel. Ça mouline beaucoup de données, mais ne nécessite pas du tout d'avoir accès aux données individuelles pour être en capacité de prédire le taux de réappel, puisque c'était plutôt lié à des événements, le motif d'appel, le moment dans la journée, la durée de l'appel initial et ainsi de suite. Donc, les principales variables discriminantes étaient plutôt des variables de comportement et moins des données individuelles. Donc, du coup, il faut voir aussi que dans ces projets, on n'est pas toujours confronté à la nécessité de descendre à la connaissance du client fin. Évidemment, ça arrive le plus souvent et dans ce cas-là, on fait exactement comme ce que vient de dire Frédéric, mais il y a aussi des cas où ça fonctionne sans qu'on ait besoin d'avoir accès à ces données individuelles. Merci. On avait d'autres questions ? Ouais. On a effectivement d'autres questions, notamment par rapport à celle d'Anne-Laure sur la manière dont est vécu effectivement le quality monitoring sur les appels. Donc, on y a en partie répondu. Je vous laisse peut-être compléter. Ben, il y avait deux questions. Il y avait une question, je vois aussi, sur le taux de transfert et le taux de traitement de l'IA. Donc, on peut peut-être commencer par ce point-là. Question qui est difficile, auquel il est difficile d'apporter une réponse aujourd'hui, tout secteur, toute industrie, tout motif. Ce qu'il faut voir, et là où la question est intéressante, c'est qu'elle pointe sur le vrai sujet, c'est que la mise en place de justement ce qu'on a appelé de cold self-care et la capacité à mettre des agents conversationnels pour répondre à des questions, le vrai KPI, si on l'a conçu comme un moyen de répondre vraiment aux clients, il faut alors que le taux de transfert vers un agent soit pas la majorité des cas. Et nous, on est déjà intervenu chez des clients où on voyait que finalement, on a mis en place un bot, mais qui n'était en capacité que de finir le parcours avec le client que dans 20 à 25% des cas. C'est pas une situation satisfaisante parce que finalement, le client se dit, j'ai démarré de manière autonome et très vite, il a fallu que je recommence l'histoire avec un conseiller. Alors, on sait qu'on n'atteint jamais 100%, mais nous, on fixe un peu arbitrairement la règle en se disant, si à au moins 2 tiers, entre 60 et 70% des cas, on arrive à peu près à finir l'interaction avec le bot, c'est qu'on est sur quelque chose qui a été bien ciblé et bien défini. Si on est très en deçà de ce pourcentage, alors c'est qu'on a soit un motif trop large, qu'il faut recentrer le périmètre du bot. Donc, cette question du taux de transfert est importante. Aujourd'hui, sur les bots, on a plus de recul sur tous ceux qui sont sur les messages textes, puisqu'il y a beaucoup plus de chatbots que de voicebots. Donc, je n'aurais pas de statistiques à proposer sur véritablement des voicebots. Les voicebots, on est encore à un stade un peu plus d'expérimentation et donc sur lesquels j'ai pas forcément le recul pour d'autres transferts à communiquer. Oui, sachant qu'on avait mis en place donc des bots pour de la prise de rendez-vous, pour de l'intervention à domicile pour des techniciens télécoms. Après 6 mois donc de mise à disposition de cette plateforme, 30% des rendez-vous étaient pris directement à travers un bot versus un agent. Donc, il y a plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'il faut à la limite mettre le bot et puis voir où le mettre dans le processus et ensuite le faire connaître. Et crescendo, sur ce type d'activité, on est arrivé donc à sauver 30% d'appels traités directement par un bot. On a travaillé aussi avec une société donc en Italie qui pour de la commande de bouquets de fleurs où c'était 100% voicebot. Voilà. Donc ça. Maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est que et on le voit dans les RFP, dans les demandes, dans les attentes en fait. Mais c'est ce que expliquait très bien Vincent tout à l'heure. Hein, le zéro effort prend de plus en plus de place dans le domaine de la relation client. Je vois une question d'Olivier sur avons-nous une offre sur étagère d'appel outsourcé par des agents conversationnels ou des prix sur des agents augmentés? En fait, on sait dire aujourd'hui, en fonction de la complexité du processus,
combien coûte un appel via un bot. Voilà. Et pour l'agent augmenté, ça dépend de la complexité des réponses et du niveau jusqu'où on veut aller. Quel est le type d'information qu'on doit doter l'agent pour pouvoir être le super agent avec un QI à défier toute concurrence, hein, entre guillemets. On avait d'autres questions ou... Je crois qu'on a fait le tour effectivement des questions. N'hésitez pas si vous en avez toujours. Une dernière. Sinon, bon. Écoutez, en tout cas, je vous remercie pour cette participation. C'était mon premier webinaire, hein, faut bien commencer un jour. Donc, je vois pas les émotions, je vois pas si le message est bien passé. J'ai du mal à ressentir le feedback. En tout cas, les questions étaient très intéressantes. On a pris beaucoup de plaisir à participer à ce webinaire et on fera une petite enquête de ça et en fonction, on va continuer sur cette voie. Donc, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Et surtout, pensez à réinventer vos parcours clients, hein, et pensez à Comdata. Merci également. Je vous remercie de votre participation et n'hésitez pas si vous voulez prolonger l'échange et qu'il y a des questions que vous n'avez pas eu l'occasion de traiter, avec plaisir pour continuer la discussion offline. Allez, à très bientôt. Au revoir. À bientôt.